Yo les gens, coucou. Bon, comme vous le savez, je pense que pour le coin des Desperados, je suis toujours en train de chercher des gens, des personnalités qui ont quelque chose de profond et d'assez exceptionnel à partager, puisque c'est le thème de cette chaîne. Des choses qui remuent les tripes, les neurones, voilà, qui peuvent apporter quelque chose de nouveau dans notre vie pour qu'on soit inspiré et que voilà quoi. Et il se trouve qu'il y a pas longtemps, j'ai fait la découverte de Brice Amiot. C'est un maestro d'art martial et il se trouve que c'est un maestro de Wing Chun en particulier. Et ce mec-là, il a écrit un livre qui s'appelle Esprit martial. Et en le lisant, j'ai découvert en fait à quel point la pratique traditionnelle des arts martiaux était proche de ce qui me touche à moi, c'est-à-dire la pratique traditionnelle de la médecina, notamment avec l'ayahuasca. Et donc j'ai eu envie d'interviewer ce mec, Brice Amiot, parce que ça faisait super longtemps en fait que la voie du guerrier, que je considère que c'est ce que j'explore moi à travers les plantes, j'avais envie de quelqu'un qui puisse nous en parler d'une façon profonde et assez poussée, comme vous allez le voir. Et je pense que j'ai trouvé la personne complètement adaptée à ça, en fait, à cette quête, à cette recherche et à cette diffusion, en fait, quoi, des idées et de l'inspiration au sujet de cette voix. Et donc, bah voilà, je vais vous présenter l'interview de Brice Amiot et j'espère sincèrement que ça va vous plaire comme moi, ça m'a plu et que vous allez y trouver du carburant, du combustible pour faire swinger vos vies. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a apporté. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Et sans transition, on y va. Bon, salut Brice, ça me fait super plaisir que tu acceptes de papoter avec moi aujourd'hui parce que, enfin voilà, je t'ai découvert il y a pas longtemps, mais j'ai tout de suite compris en fait que toi et moi on parlait de la même chose en fait, qu'on parlait de à travers différentes voies en fait justement, qu'on explorait tous les deux le thème du guerrier et la voie du guerrier en fait, que moi ce soit à travers les plantes médicinales ou toi à travers les arts martiaux, voilà, c'est quelque chose qui a tout de suite collé entre nous, c'est quelque chose sur lequel on s'est tout de suite rejoint et je pense que tu es la personne tout à fait adaptée en fait pour discuter de ça aujourd'hui avec moi et avec les personnes qui me suivent. Donc voilà, c'est le thème qu'on va explorer aujourd'hui. Euh, J'aimerais déjà en fait qu'on commence déjà. Qu'est-ce que c'est un guerrier en fait? Qu'est-ce que c'est un guerrier? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est des règles auxquelles on obéit? Est-ce que c'est une pratique? J'aimerais beaucoup avoir ton opinion sur la question et que tu nous éclaires un peu à ce sujet, s'il te plaît. Alors je dirais que c'est un petit peu tout ça à la fois. Déjà, c'est un état d'esprit. Je pense que pour moi, le guerrier, c'est déjà une personne qui entreprend de s'attaquer à la conception qu'il a de lui-même et qu'il a du monde extérieur. En partant du principe, finalement, qu'il reconnaît que le monde qu'il voit n'est que le reflet de son monde intérieur. Donc à partir de là, lorsqu'un être humain prend conscience de cela, il va forcément chercher à rencontrer son monde intérieur qui est fait de désirs, de sentiments, de pensées, de conditionnements, de peurs, d'héritages ancestraux, et il va lui falloir beaucoup de courage finalement et de force pour refuser que tout cela le définisse. Donc il va se heurter à tout ce qu'il croit être finalement, et la voie du guerrier, c'est entreprendre une guerre pour essayer de balayer tout ça et de percer ce voile d'illusion. Et crois-moi, je pense que lorsqu'on s'attaque à cette partie-là de soi-même, on peut vraiment se définir en tant que guerrier parce que forcément, je pense que la plus grande guerre à mener, c'est celle contre ce petit moi en fait, auquel on s'identifie et qui nous fait souffrir finalement, qui nous asservit. Voilà la définition que je peux donner au terme guerrier. Donc, en fait, tu poses ça d'emblée comme une quête intérieure, en fait, non? C'est quelque chose que tu poses d'emblée dans la définition du guerrier. Tout à Quelque fait. chose qui va vers l'intérieur plutôt que vers C'est l'extérieur. ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. D'accord. Ok. C'est le point de départ. Dès lors que tu te dis, ok, ce que je vis à l'extérieur, ici, est le reflet de mon monde intérieur, et je n'accepte pas, finalement, de ne pas être maître des choses. Donc je m'attaque à la conception de moi-même. Et là, c'est une vraie guerre.
Je trouve que c'est un concept hyper puissant. Je trouve que c'est un concept hyper puissant. Et justement, tu parles de conditionnement. Est-ce que tu penses des croyances, enfin du petit moi, c'est pareil en fait. Est-ce que tu penses que pour être vraiment, enfin pour s'engager, on va dire dans la voie du guerrier, il faut commencer par je sais pas, s'attaquer à ses croyances ou déconstruire peut-être une partie de soi, comme peler un oignon. On parle souvent de ça. Est-ce que tu penses que c'est la première étape peut-être? Alors, je pense pas que ce soit forcément la première étape. Pourquoi? Parce que finalement, dans l'ordre des choses, on a d'abord finalement le monde extérieur. Donc le monde extérieur, il est marqué par quoi? Il est marqué par nos actes. D'accord? Donc c'est la dimension physique, ce qu'on va poser comme acte avec le corps. Au-dessus de ça, il y a les désirs. Au-dessus des désirs, il y a les sentiments. Au-dessus des sentiments, il y a les pensées. Au-dessus des pensées, il y a les croyances. Okay? Et seulement après, il y a la conscience. Donc finalement, c'est une sorte d'échelle pour aller jusqu'aux croyances. Donc je pense que, en tout cas pour moi, artiste martial, le premier travail, il est à faire dans la matière. Et il va falloir travailler sur cette matière pour faire en sorte qu'elle puisse être épurée et qu'elle puisse te permettre d'accéder finalement aux étapes supérieures. Donc si tu travailles sur la matière, il faut que tu aies une méthode. Et la méthode, elle se trouve simplement dans le mode d'emploi qui est à ta disposition, à condition d'aller l'observer et d'aller le rechercher, c'est la nature. Okay? Et donc tu comprends que la nature a des lois. Et donc, finalement, tu vas essayer de vivre en conformité, en tout cas de travailler ta matière personnelle, ton corps, pour faire en sorte que déjà, il se place en harmonie avec ses lois. Du coup, tu vas commencer à percer un voile, parce qu'il va y circuler le vivant, forcément. Et donc, tu vas d'un coup pouvoir accéder à une autre strate. Parce que cette première introspection qui va être celui de te rendre compte que tu as un corps, qu'il a des lois et que finalement le but c'est d'y faire circuler la vie, une fois que ce travail a été fait sur cette matière-là, ici tu vas pouvoir ici accéder au plan supérieur et petit à petit remonter l'échelle. Donc je ne pense pas que l'introspection directe, en tout cas au niveau des pensées, soit la première échelle. Déjà c'est ok, j'ai un corps, qu'est-ce que j'en fais? Comment il fonctionne? Comment ça circule à l'intérieur? Comment la vie circule à l'intérieur de tout ça? Et comment je peux faire en sorte qu'elle circule librement entre le ciel et la terre? Et là, tu découvres tout un ensemble de lois. Et les pratiques martiales sont faites, en tout cas asiatiques, sont faites pour te permettre de travailler sur cette matière et d'y faire circuler la vie selon les lois de l'univers. Et ensuite, tu remontes toutes les couches, parce que c'est une introspection qui t'emmène de plus en plus loin. D'accord. Honnêtement, c'est super intéressant ce que tu dis parce que les personnes, en tout cas, qui font plus partie de mon monde, on a tendance à s'attaquer en fait, à un peu oublier le corps. Bon, à part les personnes évidemment qui pratiquent le yoga, des machins comme ça, mais les personnes comme moi, même en fait, qui sont certainement un peu trop mentales, on a tendance en fait à oublier le corps et à s'attaquer directement comment te dire, voilà, aux croyances, aux valeurs, aux machins comme ça, sans penser en fait que ce que tu nous décris, c'est plutôt par là qu'il faudrait commencer. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ta pensée peut-être? Moi, ça m'intéresse vraiment d'une façon personnelle. De quelle manière en fait se reconnecter à son corps pour arriver à entrer justement en harmonie avec la nature? Comment on fait? Alors déjà, j'insiste sur un truc, c'est que je te donne la vision de l'artiste martial. Je suis persuadé qu'il existe plusieurs portes d'entrée. De toute manière, il existe, je pense, autant de voies qu'il existe d'êtres humains pour arriver au même sommet, quelque part. Et là, je te donne toujours la vision de l'artiste martial, tu vois. Alors, la vision de l'artiste martial, elle va partir du point de départ que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos désirs, nous ne sommes pas nos croyances, d'accord? Et nous ne sommes pas notre corps physique, ok? Mais on nous l'a donné, et ce corps physique, finalement, est habité par tout un tas de mondes intérieurs, et selon comment ce corps physique est équilibré, ce qu'il reçoit comme nourriture, déjà tes pensées, tes désirs et tes sentiments sont influencés déjà par cette étape-là, tu vois. Tu sais très bien que ce que tu vas faire rentrer dans ton corps, tu vois, c'est une grande respiration, donc ce dont tu vas te nourrir au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que tu vas regarder dans ta vie, ce sur quoi tu vas porter ton regard, va modifier tous ces éléments intérieurs auxquels tu ne peux pas t'identifier. Donc du coup, étant donné que ce que tu cherches, finalement, c'est à te dépouiller de cette emprise des mondes intérieurs sur toi-même, sur tes actes finalement, tu vas déjà commencer par essayer de faire en sorte de maîtriser complètement
ce qui pose tes actes, c'est-à-dire ton corps, et tu vas faire en sorte que ce corps soit épuré au maximum, de manière à ce que les mondes supérieurs, les mondes au-dessus, soient épurés aussi. Donc tu vas commencer par avoir une hygiène de vie qui déjà commence par l'alimentation, okay, ce que tu fais rentrer au niveau de la matière dans ton corps, une hygiène de comportement à l'autre, de manière à ce que tes relations finalement n'entraînent pas, encore une fois, des distorsions du monde intérieur, tu vois. Et donc en faisant ce travail d'épuration sur tout ce qui est là, dans l'ici et maintenant de plus vrai, c'est-à-dire ta matière, bah, tu vas déjà faire un gros nettoyage dans les mondes supérieurs et pouvoir accéder plus facilement à ce qu'il y a au-dessus. Mais si déjà tu es complètement pollué par la matière, forcément, les mondes au-dessus vont être difficiles à percer et tu vas être toujours constamment agité par toutes ces dimensions de toi-même et tu ne pourras jamais réellement, sereinement naviguer plus ou moins jusqu'à tes croyances. D'accord, intéressant. Du coup, est-ce que c'est ce qu'on appellerait une discipline spirituelle peut-être? Parce que j'ai l'impression que voilà, de ce dont tu parles au niveau du corps et qui après bien sûr s'applique aussi à l'esprit, ça ressemble quand même à une sorte de discipline, je dirais, une discipline, une ascèse, une pratique peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, s'il te plaît? Alors indiscutablement, pardon, c'est une discipline. Pourquoi ? Oui. Parce que la discipline, c'est le point de départ d'un chemin d'évolution. S'il n'y a pas de discipline, déjà, ça va être difficile à mettre en place. Tu vois, tu dois te tenir à quelque chose. Ce qu'on appelle discipline spirituelle, c'est choisir une voie et s'y tenir finalement. Quelle que soit la voie, mais c'est essayer de s'y tenir et d'avancer. Donc, effectivement, tu vas avoir un ensemble de pratiques, tu vas avoir un ensemble de concepts que tu vas mettre en place dans ta vie, sans que ce soit... Tu sais, ce principe de l'ascétisme, il me gêne un petit peu parce que ça implique quelque chose de dur, mais finalement, c'est pas si dur que ça. C'est pas quelque chose, ce n'est pas de la torture ou du sacrifice. Ça, c'est un concept, encore une fois, qu'on a. Non, c'est que tu as une volonté de départ, et finalement, tu décides de te battre, c'est la voie du guerrier, pour y avancer, c'est-à-dire de faire des efforts, tu vois, des efforts qui vont s'étaler sur une longue période de temps, mais ce ne sont pas des travaux d'Hercule que tu vas faire tous les jours. Si tu veux, c'est comme si tu avais une gigantesque colonne qui t'amenait à pouvoir t'élever de la matière jusqu'au ciel, et toi tu l'as construit avec des feuilles de papier que tu mets, tu vois, jour après jour, l'une au-dessus de l'autre, des petits efforts de tous les jours, pour pouvoir essayer de t'élever de plus en plus, et finalement, la volonté que tu as, et surtout les cadeaux que tu reçois de la vie lorsque tu fais ce travail de fourmi, finalement, bah, t'encourage, et ce n'est pas un chemin de souffrance forcément. Tu vois, ce sont des efforts, certes, mais tu as les récompenses en même temps, parce que tu vois que tu te libères de plus en plus de concepts que les autres personnes, finalement, n'ont pas réussi à tenir au sol, et tu les vois faibles de ces entraves qu'ils se mettent eux, parce qu'ils ne choisissent pas de travailler sur eux, et ils choisissent finalement de considérer le monde extérieur comme étant ce qui dirige leur monde intérieur. Je comprends. Et d'ailleurs, moi, il me semble en fait que c'est... Écoute, moi, j'ai l'impression que finalement, la vie, elle est plus simple quand on dispose d'une discipline intérieure, et que c'est même en fait une sorte de ligne directrice qui aide en fait énormément et qui donne de la force. Alors effectivement, il y a peut-être quelques contraintes plus ou moins, mais bon, vu qu'on les accepte librement, c'est pas une contrainte qui vient de l'extérieur, donc ça fait absolument pas le même effet. Et au contraire, moi, je trouve que c'est quelque chose qui donne de l'élan, de la force, et quelque chose qui nous permet justement de pas dévier quand on a pris une décision tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as ce sentiment-là toi aussi, qu'au final c'est comme un trésor à l'intérieur de soi, la discipline et la volonté? Tout à fait. Nous vivons en plus dans une époque où le manque de repères est presque encouragé, tu vois, c'est-à-dire qu'on nous enlève tous nos repères. Les repères de base sont balayés de plus en plus, et la souffrance, en tout cas une grande partie de la souffrance des hommes, vient du manque de repères. Et il y a deux choses qui me semblent très importantes pour qu'un homme s'y retrouve aujourd'hui. C'est finalement la tradition, se relier à une tradition, c'est-à-dire comprendre ce qu'était
les sagesses du passé, tu vois, les étudier et comprendre que justement la sagesse était finalement vénérer les lois universelles et donc comprendre quels étaient les grands repères essentiels de la vie de l'homme, en tout cas sur Terre, et ensuite d'avoir une pratique quotidienne qui te permette de t'axer, tu vois, sur cette tradition que tu as choisie, celle qui t'éveille, qui te fait vibrer, et qui te permet de poser des choix en conscience par rapport à ce que toi, tu as décidé de suivre, ce qui t'anime, et grâce à ça, de t'affranchir d'une certaine loi des hommes, entre guillemets, ou en tout cas de la volonté de certains de te mener où ils veulent. D'accord. C'est marrant justement, je trouve que tu parles des traditions. En fait, tu sais que moi aussi justement, en fait, c'est en trouvant justement une tradition. Bon, moi, c'est dans la forêt amazonienne, mais c'est en trouvant justement une tradition ancestrale. Et je suis pas la seule d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. En fait, c'est marrant alors que on est dans un monde moderne et qu'a priori, on n'a pas tendance à associer la liberté forcément aux traditions, qui sont peut-être un ensemble de règles plus ou moins rigides, qui à notre époque sont trop contraignantes. Ou tu vois ce que je veux dire? Et en fait, finalement, on sent qu'il y a un espèce de retour, comme un espèce de besoin justement de retrouver ces anciennes traditions, justement parce que ce sont elles en fait qui énoncent ces lois universelles qu'on redécouvre. Bon, elles ont jamais disparu, mais c'est comme si on était justement en train de les redécouvrir, en train de redécouvrir qu'est-ce que, tu vois, à quoi on appartient véritablement. Et enfin, c'est marrant. J'avais juste envie de faire déjà un espèce de lien qui existe entre toi et moi, et aussi surprenant que ça paraisse entre les arts martiaux et la médecine amazonienne. Du coup, donc voilà, j'avais envie de faire un petit point là-dessus. Et donc voilà, tu as quand même énoncé un petit peu la question de la souffrance, la question du sacrifice. J'aimerais savoir si toi, tu considères la vie comme un espèce de chemin constitué d'épreuves initiatiques. Oui, Est-ce qu'on peut la voir comme ça, la vie? Oui. Indiscutablement, moi qui suis un passionné d'alchimie, et d'ailleurs les voies martiales sont des voies alchimiques, les taoïstes appelaient ça la voie royale, tu vois, le travail directement sur l'être. Je pense qu'aujourd'hui, nos vies, oui, sont des initiations, que nos plus grands maîtres, finalement, notre plus grand maître, c'est la vie, et qu'elle nous amène les épreuves qui vont nous faire justement passer de la conception de notre être comme simplement un mortel matériel, vers, à travers les différentes incarnations, vers la réalisation de notre dimension spirituelle, peut-être, et en tout cas, les chemins que nous allons prendre par notre soi-disant libre arbitre nous amèneront à recevoir des leçons et de toute manière à nous écarter de notre voie pour mieux y revenir, ou tout simplement, si nous avons une tradition, de suivre cette tradition qui est censée nous éviter justement les égarements. Une tradition pour moi accompagne ce chemin de vie qui est une initiation. C'est marrant justement en fait que tu compares la vie à un maître, parce que j'avais envie de te demander, est-ce que un guerrier il doit forcément avoir besoin d'un maître? Alors toi tu évoques la vie, ça peut être aussi une personne, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Un guerrier a-t-il besoin d'un maître? Je pense qu'on est tous reliés de toute manière et nous avons tous des niveaux d'évolution différents. Donc il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous, au niveau de ce chemin, en tout cas vers l'élévation spirituelle. Quand je parle d'évolution, je parle d'évolution spirituelle, ça ne signifie pas qu'il y a des êtres supérieurs à d'autres, on est tous reliés et on fonctionne tous dans un monde qui est équilibré, mais en tout cas, sur cette voie-là, il y a des gens qui ont avancé et qui emmènent ceux qui sont juste en dessous, qui eux-mêmes emmènent ceux qui sont juste en dessous, donc forcément, dès que tu choisis de te mettre en marche vers cette évolution, tu vas à un moment donné rencontrer quelqu'un qui va t'aider à monter un peu plus. Ou quelque chose. Tu vois, quelqu'un, ça peut être un être humain, et quelque chose, ça peut être une sagesse supérieure que tu vas rencontrer à travers peut-être la prise d'un psychotrope, ou à travers une expérience, tu vois ce que je veux dire, ou à travers la rencontre, tu vois, avec un élément de la nature. Ça peut être un animal, ça peut être un arbre, ça peut être beaucoup de choses. C'est ton niveau de connexion et
dans l'instant présent, qui va faire que tu vas recevoir cet enseignement. Mais cet enseignement, en fait, je pense il est constamment partout autour de toi. Et comme la vie est un maître, elle t'amène tous les éléments dans la nature qui sont censés t'enseigner. Seulement, on ne sait plus le regarder, tu vois. Autrefois, les anciens étaient complètement connectés à la nature. Ils sortaient, ils regardaient le paysage. Et ils n'avaient pas cette barrière entre leur monde intérieur et leur monde extérieur. Et ils reconnaissaient ce qu'ils voyaient comme étant un enseignant qui était censé les emmener vers une voie. C'est fou, en fait, j'adore cette idée. Et je crois que, enfin, je sais pas, je l'avais déjà vu ailleurs, honnêtement, mais en lisant ton livre, cette idée qu'en fait, comment te dire, que la vie, en fait, la vie est un maître qui cherche à t'enseigner quelque chose pour t'amener vers ta réalisation personnelle. Et je trouve que c'est une idée absolument déjà magique. Et je trouve qu'elle change complètement le rapport qu'on a au bien et au mal, en fait. Que, en fait, du coup, il y a plus rien, il y a plus rien qui est mal. Il y a aucun malheur, aucun échec. En fait, c'est juste des propositions que la vie te fait pour justement t'amener toujours plus près de toi-même, en fait, et plus près de ta propre force aussi. Donc un guerrier, en fait, est-ce que c'est quelqu'un qui... Il y avait quelque chose d'intéressant dans ton livre là-dessus. Tu dis qu'un guerrier, il combat le mal, mais d'une manière, j'aimerais beaucoup que tu reviennes là-dessus, en fait, parce que tu parles d'accompagner le mal, en fait, comme dans les arts martiaux, justement, d'accompagner, non pas... Tu veux bien nous faire le point là-dessus, s'il te plaît? Alors, je vais d'abord revenir un petit peu en arrière. J'ai tendance à considérer l'être humain comme un grand serpent entre le ciel et la terre. Le serpent est présent partout dans toutes les initiations. Oh oui. Donc un grand serpent, c'est quoi? C'est finalement entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la matière dans laquelle on vit, et puis finalement tous les archétypes et les concepts qu'il y a au-dessus de nous. Nous sommes sans cesse en train de chercher un axe en étant par la vie ballottés d'un côté et de l'autre, parce qu'elle nous propose. Elle cherche à nous axer, tu vois, et nous, par notre libre arbitre, nous allons d'un côté de cet axe-là, nous rencontrons une situation, puis d'un coup, cette situation va nous amener à changer de cap pour retourner de l'autre côté de l'axe, tu vois, et pendant que la tête est dirigée vers ce nouveau cap, tu as encore le corps et la queue du serpent qui sont de l'autre côté, ce qui nous amène à souffrir, hein, parce que forcément, on cherche, nous, à modifier un comportement par rapport à certaines expériences, et alors même que nous changeons de cap, nous aimerions ici que tout se transforme et que tout guérisse, alors que non, il va falloir encore expérimenter l'errance que nous avons menée, en tout cas la première direction que nous avons menée, expérimenter un petit peu les effets, tu vois, mais ça nous conforte dans l'idée de continuer à changer notre cap petit à petit jusqu'à trouver l'axe central, tu vois. Et à ce moment-là, les notions de bien et de mal disparaissent parce que finalement, c'est quand tu expérimentes quelque chose que tu vas toi juger comme étant de l'ordre du mauvais pour toi, qui va t'amener à changer de cap, à te ramener plus près de l'axe central, même si tu le dépasses et que tu retournes de l'autre côté, pour ensuite, finalement, expérimenter encore un déséquilibre et petit à petit t'ajuster. C'est comme quand tu sais, dans les arts martiaux, on utilise beaucoup l'archerie pour ce concept-là, c'est-à-dire que tu as une cible avec un centre, c'est ce que tu dois trouver, tu dois trouver quel est ton centre finalement, celui qui te convient, hein, et pas un centre qui serait général, mais en tout cas celui qui te convient dans ta vie, tu veux vivre en conformité avec ça. Et tu as ce centre de la cible, et finalement tu envoies des flèches, et tu ajustes ton tir vers le centre en fonction de ta visée, et en fonction de ce que la flèche de comment la flèche s'est placée par rapport à ce centre-là, tu ajustes constamment jusqu'à être toujours affûté et à balancer toujours au centre. Donc en ce qui concerne la notion de bien et de mal, il faut aussi comprendre que lorsque l'on commence à percer ce voile des désirs, des pensées, des sentiments et des croyances, on arrive dans une strate de l'être qui finalement est la strate des archétypes. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a un ensemble de lois universelles et finalement que tu as tout intérêt à vivre en conformité avec ces lois universelles, en harmonie avec ces lois universelles, pour trouver ce que tout être humain cherche, c'est-à-dire le bonheur qui se trouve dans la paix intérieure et la paix extérieure. Et donc cet ensemble de lois universelles t'amène à vivre selon un mode d'emploi, en tout cas pour les artistes martiaux, qui s'appelle Wudé, ça veut dire les vertus martiales. Donc c'est la conformité
avec un ensemble de vertus, avec les grandes vertus universelles, qui font que la loi de cause à effet va t'amener à vivre finalement cette paix intérieure-extérieure, parce que forcément, la loi de cause à effet est un boomerang, et si tu vis dans les contre-vertus, forcément ton monde, c'est une onde que tu envoies, c'est une information que tu envoies dans l'univers, et lui va te renvoyer une réponse équilibrée, et donc tu vas vivre la contre-vertu autour de toi. D'accord, intéressant. Après, j'aimais aussi justement dans ton livre, tu développais l'idée que, tu sais, cette idée en fait de se servir du mal en fait plus ou moins, et surtout c'est quelque chose qui est très difficile à faire même quand on a la conscience que en fait pour changer plus ou moins le mal en bien, il faut non pas combattre le mal, mais nourrir les changements que ce mal va apporter. Est-ce que tu pourrais développer, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, c'est un peu l'image de, tu sais, de l'archange Michael. Quand on voit ces statues de l'archange Michael, où tu vois cet ange, là, enfin cet archange, qui a un pied sur le démon, on dit qu'il le terrasse. Tu vois, il le tue pas, hein, il prend appui dessus pour s'élever, en fait, quelque part. C'est-à-dire que on vit dans un univers où nous sommes soumis à une loi des polarités complémentaires et indissociables, donc nous avons forcément une part de lumière et une part d'ombre, mais elles vont ensemble. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait de la part d'ombre, hein, et de comment s'en servir pour nourrir la lumière. Alors, l'art martial est tout à fait construit sur ce principe-là, puisque finalement, la légende même qui narre la naissance des arts martiaux nous raconte que finalement les moines bouddhistes reconnaissaient que la guerre était nécessaire à l'existence de la paix, et donc il ne fallait pas aller contre la guerre parce que c'était la nourrir, mais au contraire, il fallait étudier la guerre et s'en servir pour nourrir la vie. Donc ils ont fait de l'entraînement à la guerre, finalement, un ensemble d'exercices pour nourrir le vivant en soi. C'est vraiment ce qu'est la différence entre les arts martiaux asiatiques et les arts martiaux occidentaux, c'est que le but d'un art martial asiatique et de permettre à une personne, à travers des gestes guerriers, déjà d'épurer tout un tas d'énergie justement qui pourrait appartenir à sa part sombre, de l'épurer et de canaliser cette énergie-là, d'apprendre comment à la canaliser, à l'organiser, et finalement de s'en servir pour nourrir la vie, alors que les arts martiaux occidentaux, leur seul objectif est de fournir des méthodes pour détruire l'autre. On est vraiment dans deux choses différentes. Le problème aujourd'hui, c'est que les Occidentaux regardent les arts martiaux asiatiques avec leurs yeux d'Occidentaux. Ils pensent que là-dedans, le but c'est la compétition, l'opposition, et le but c'est d'apprendre des méthodes pour détruire l'autre. Donc en fait, ils ne comprennent plus rien à ce qu'ils font. Alors que l'objectif est de travailler sur soi pour canaliser cette énergie qui pourrait venir justement de tes aspects sombres, de faire en sorte de maîtriser cette énergie-là, d'en faire quelque chose de constructif. Tu vois ? Et par le travail sur ta matière, de pouvoir finalement exprimer et épurer ces énergies et les faire sortir, parce que c'est ça, il faut les extérioriser, faut extérioriser cette énergie dans le monde matériel, mais au profit d'actes constructifs, organisés selon des lois. Okay ? Donc, prendre déjà la mesure de ces actes et la maîtrise de ces actes, c'est la première étape, et y faire circuler cette énergie, finalement, qui peut émaner de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la canaliser pour pouvoir servir des buts constructifs, et non destructeurs, c'est une formidable méthode d'entraînement qui va t'amener, finalement, constamment dans tes actes, à avoir du recul pour nourrir la vie. Et tu utilises une grande énergie qui est justement l'énergie vitale, parce que l'énergie vitale est issue de ce que tu peux expérimenter à l'intérieur, elle est issue de ce que tu fais rentrer dans ton corps, que ce soit l'alimentation, la respiration, mais aussi tout ce dont tu te nourris dans ce que tu vas vivre quelque part, tu vois. Cette énergie, donc les émotions aussi, tu vois, ce que tu peux, toi, aussi exprimer au niveau émotionnel par rapport à ce que tu rencontres dans ta vie. Et tout ça, tu vas le travailler à l'intérieur de toi, tu vas le transformer dans tes entrailles, et tu vas te servir de tout ton être pour poser des actes qui sont des actes en accord avec la lumière. Okay ? C'est ça le principe de l'artiste martial. Et donc dans la légende des arts martiaux, on a ça, si tu veux.
tu avais les moines bouddhistes qui donc reconnaissaient que la guerre était nécessaire à l'existence de la paix, et donc voilà, pouvoir faire des arts de la guerre, en tout cas de l'entraînement à la guerre, un outil de développement de l'énergie vitale en toi et autour de toi, était tout juste la démonstration de comment utiliser la part sombre pour nourrir la lumière. Ouais, c'est vraiment de l'alchimie en fait ce dont tu parles et ça me fait tellement penser à ce que moi je peux connaître de mon côté avec, tu sais, avec l'ayahuasca. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la façon dont on transforme en fait des énergies noires ou qui semblent noires. Elles sont pas forcément noires, cela dit. C'est justement parce que, comme tu le dis toi-même, en fait, c'est parce que la lumière n'a pas été faite sur elles qu'elles sont sombres. Ça veut pas dire qu'elles sont mal ou mauvaises en fait. Il faut faire une grosse différenciation et c'est quelque chose qu'on expérimente en tout cas avec l'ayahuasca et cette sorte d'alchimie en fait de transformer voilà une part sombre et de l'amener à la lumière de s'en servir en fait pour briller plus peut-être et faire briller un peu plus son chemin. C'est quelque chose de très beau. De toute manière, comme on dit, mettre en lumière, c'est faire la clarté sur. Oui. Tu vois, donc oui. Dès lors que tu fais la clarté sur les choses, que tu reconnais cette partie sombre, en tout cas cette énergie, parce que c'est toujours pareil, tout ça c'est de l'énergie. Quand tu reconnais cette énergie, que tu la regardes en face et que finalement tu l'intègres, tu vois, Oui. à ce moment-là tu es en accord avec elle, donc elle se dissout, elle ne se cristallise plus, elle circule à travers toi. C'est vraiment positif en fait. Je trouve ça vraiment constructif, tu sais, comme manière de, je sais pas, comme manière de se réconcilier avec soi-même ou même avec la souffrance. C'est vraiment constructif. Mais J'espère, ouais. pour faire le lien avec les pratiques martiales, regarde, tu vas prendre les pratiques martiales, c'est une hygiène en fait, d'accord? Donc tu as une voie, un objectif de réalisation et une voie, c'est la voie martiale. Donc l'artiste martial, qu'est-ce qu'il va faire? De par son vécu, de par tout ce qu'il va expérimenter dans son vécu, il va forcément sentir la vie circuler en lui par ses émotions. C'est la perception qui va faire en sorte qu'il va quelque part se sentir vivant et qu'il va commencer à sentir qu'il peut être amené à poser des actes dirigés par toute cette vie. Tu vois? Donc lui, il sait où il va, il veut éliminer l'agitation et il veut perdre le moins de temps possible pour avoir cette élévation. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va faire en sorte, à partir de ce qu'on lui a donné pour expérimenter la matière, son corps, faire en sorte de faire bouillir tout ça, et il va se servir de l'entraînement pour pouvoir le faire passer à travers lui. Seulement, il ne va pas le faire passer à travers lui n'importe comment, il a des règles de conduite, il a des règles d'organisation corporelle, et il connaît les lois de son corps, et lui, ce qu'il veut, c'est à travers la chair, faire circuler à partir de ses gestes, toutes ces énergies, de manière à pouvoir les faire sortir, okay, et à les expulser. Okay. Puis il va faire le vide, c'est-à-dire qu'il ne va pas se reconnaître comme étant le résultat, il ne va pas se définir à partir de tout ce qu'il a ressenti comme énergie à l'intérieur de lui. Et donc, dans cette vacuité, il fait passer les choses par des actes qui sont des actes maîtrisés, organisés. C'est ce qu'est sa pratique. Donc, c'est une œuvre alchimique, totalement. Fascinant. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur l'expérience personnelle, en fait. C'est quelque chose auquel tu sembles attribuer une grande valeur. Et bon, de nos jours, c'est pas tellement quelque chose qui est reconnu. On dirait que de nos jours, à vrai dire, c'est plus le savoir encyclopédique ou le savoir qui vient de l'extérieur plutôt que la connaissance qui viendrait de l'intérieur qui est reconnue. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'expérience personnelle. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Je serais curieuse de t'entendre. Moi, je suis un passionné des enseignements initiatiques. Les arts martiaux sont des enseignements initiatiques, c'est-à-dire qu'ils accompagnent justement cette grande initiation qu'est la vie. On disait d'ailleurs des écoles traditionnelles martiales que c'était des écoles de la vie. Donc, oui. Dans l'enseignement initiatique, tu as deux pans. Tu as la théorie, bien sûr, l'étude, mais tu as la pratique. C'est-à-dire que tu dois travailler avec ces enseignements que tu reçois, les expérimenter, parce que tu ne peux pas intégrer, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas connaître quelque chose que tu n'as pas vécu. Bon, c'est comme ça.
Donc aujourd'hui, on a une pensée prédominante qui est la pensée scientifique, qui t'analyse les choses, qui te les dissèque, qui te en donne les définitions moléculaires et tout le bordel, j'ai envie de dire. Mais finalement, les gens ne connaissent pas ce qu'ils étudient à partir d'un théorème ou à partir d'un enseignement posé. Ils acceptent tout ce qu'on peut leur donner comme élément de réflexion, mais par contre, vivre les choses, ça ne fait plus forcément partie de leur priorité, et ils préfèrent savoir que connaître. Et donc finalement, encore une fois, ils se coupent du vivant. Ils se coupent du vivant. Par exemple, la nature. Aujourd'hui, la nature, tu la vois sur un écran 4K, tu peux connaître tout ce que tu veux sur la nature à partir d'une recherche sur Internet, mais les gens ne vont plus en nature. Tu vois, la nature, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose... alors que, ben non, c'est en étant dans la nature et dans le silence à ce contact qu'on va avoir les plus grandes connaissances. Et pas quelque chose de purement intellectuel. Ça doit passer beaucoup plus de strates que la simple strate de la pensée. Hein. La pensée est un élément, on a la pensée, les sentiments, on a la volonté, les désirs, on a tout ça en nous. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose que je mets au-delà de tout moi aussi en fait, comment te dire, quelque chose qu'on a vécu vraiment dans sa chair. Et pour moi, enfin voilà, quelque chose ne peut pas être intégré quoi. Un simple savoir théorique qu'on répète comme ça bêtement, tu sais, presque pour combler en fait, pour combler ce qui manque à l'intérieur, tu vois, de l'exposer, coller une grosse étiquette dessus. Même au niveau de la spiritualité, je trouve que de nos jours, il y a beaucoup de blabla en fait, et il y a très peu de, tu vois, de choses qui viennent vraiment de l'intérieur. Donc voilà, je suis heureuse que tu mettes ça en avant quoi. Mais pourquoi ? Parce que la spiritualité, aujourd'hui, est représentée comme un ensemble de concepts qui font du bien, parce qu'ils nous permettent de nous évader de la réalité de la matière, tu vois. Alors donc les gens imaginent toutes ces forces invisibles qui sont autour de nous, ils voient des anges, ils voient des ceci, cela, ils tiennent des belles paroles et tout, mais à la fin, finalement, ce qu'on va leur demander, c'est de poser des actes avec ça. Tu vois, et non, ça reste des concepts pour eux. Tu vois, donc il y a tout un ensemble aujourd'hui de savoirs qui sont véhiculés au nom de la spiritualité, mais à la fin, qu'est-ce que les gens en font ? Est-ce qu'on avance réellement avec ça ? Non, à la fin, c'est dans la matière qu'il va falloir faire les choses. C'est par l'acte que tu vas être réellement axé sur toute cette spiritualité qui peut t'inspirer. Voilà. Et puisque les gens restent dans une pensée, qu'ils ne vivent pas les choses, on leur apprend à concepter les choses, tu vois, ils sont coupés finalement de ce qui pourrait faire avancer le monde et de ce qui pourrait les faire avancer. Hein, et on dit, la différence entre le poète et le scientifique, finalement, c'est quoi ? C'est que le scientifique, il va regarder une orange, il va t'en donner toute la composition moléculaire, et puis le poète, lui, il va l'éplucher, il va la manger. Et ben nous ne vivons plus comme des poètes. Finalement. Nous sommes tous des scientifiques et sur notre vie personnelle également, on va aller chercher effectivement à comprendre nos schémas, tu vois, à savoir pourquoi on pense comme ça, pourquoi on souffre comme ça, pourquoi. Mais à la fin, on nous demandera toujours de poser un acte qui pourra justement casser la croyance et qui pourra faire en sorte qu'on va réellement rencontrer nos démons, parce que savoir pourquoi tu ne fonctionnes pas comme tu voudrais, c'est bien, mais poser l'acte symbolique qui va casser finalement ton schéma, c'est déjà plus difficile. Et souvent, on ne va pas jusque-là, parce que on reste dans les concepts, et on pense qu'on sait, tu vois. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas, tant que tu n'as pas vécu le contraire de ce que tu es, tu ne peux pas accéder à une autre partie de toi-même, tu ne peux pas te connaître. Écoute, ça ricoche tout à fait justement avec ce dont j'avais envie de parler ensuite, parce que tu dis en fait que on est en plein dans le thème en fait. Tu dis que l'intention, c'est pas une réflexion, mais une conviction. Et donc j'ai l'impression qu'effectivement il s'agit d'ores et déjà, une conviction, c'est quelque chose pour moi qui est plus ou moins incarné, tu vois ce que je veux dire, quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux nous faire le point là-dessus ? Une intention, effectivement, c'est quoi ? C'est quelque chose que tu veux voir apparaître dans la matière. Tu vois ?
et tu en es profondément convaincu. Et donc tu es capable de vibrer sur 3 dimensions pour faire en sorte que ça se réalise. Donc effectivement, déjà, il y a la pensée, tu vois, la visualisation de la chose, okay, la pensée, la compréhension, d'accord, mais c'est simplement un seul élément. Tu as aussi le sentiment, c'est-à-dire que soit parce que tu as déjà vécu des choses qui sont similaires à ce que tu veux voir arriver dans la matière, bah, tu peux les ressentir, okay, et tu as cette profonde volonté, ici qu'elle se manifeste, qui est aussi associée à ça. Tu vois, donc finalement, l'intention pour moi c'est une prière. C'est-à-dire que finalement, quand tu demandes quelque chose à l'univers, tu dois le demander avec ta réflexion, avec ta visualisation, mais aussi avec ton cœur et avec ta volonté, avec tes désirs. Et une intention, pour moi, c'est ça. Donc lorsque tu travailles, par exemple dans les arts martiaux, un geste avec l'intention, tu y mets toutes les dimensions de vécu qui peuvent y être associées, tu vois, pour le reproduire à l'intérieur de toi pendant que tu es en train de l'exécuter. Tu demandes à l'univers que ça se manifeste à travers ce que tu fais, et finalement, tu le fais en accord avec des lois. Parce que forcément, dès lors que tu demandes quelque chose à l'univers, par cette intention pure, il y a tout un tas de processus de force énergétique qui se mettent en place selon des lois qui sont les lois de la spirale, et tu fais en sorte, toi, d'utiliser ton corps pour accompagner ces lois et faire en sorte que ça se manifeste à l'extérieur. La pensée ne peut pas agir seule. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas saisi. Je pense que de nos jours, on est malheureusement tous vraiment dans la pensée, et justement avec la popularité de la loi de l'attraction, je pense qu'on reste en fait au stade de, je pense qu'on a beaucoup de choses, mais parce qu'on n'est plus habitué aussi, effectivement, en tant que gamin déjà, l'expérience personnelle, le vécu, tout ça, on nous a un peu coupé de ça, si tu veux. L'idée, c'est non, voilà, on te donne un savoir, t'es censé, tu vois ce que je veux dire, t'es censé le recevoir, t'es censé le ressortir tel quel, t'es pas censé spécialement le vivre, on t'évite même de vivre des trucs un peu trop durs pour éviter, tu vois, on essaye de te préserver, machin, mais du coup, il y a tout un aspect de nous, on dirait, qui est complètement... Et du coup, maintenant, quand on demande quelque chose, la tête est beaucoup trop présente, et je pense qu'on est complètement déconnecté de nos tripes, de nos cœurs, et même d'une volonté forte, tu vois ce que je veux dire, donc c'est... Mais justement, j'aimerais te demander, on parle beaucoup, voilà, dans la voie du guerrier, il est souvent question quand même de réalisation personnelle. Qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi poser des intentions? Vers quel but on court? C'est quoi la réalisation personnelle? Alors, je pense que la réalisation personnelle, ça dépend à quoi tu t'identifies finalement. Tu vois, il y en a pour qui la réalisation personnelle, ça va être un métier, tu vois, ou ça va être une position sociale, une position professionnelle, peu importe. Maintenant, si tu es dans la voie du guerrier, la réalisation personnelle, elle est infinie, c'est une ascension perpétuelle que tu vas mettre en place, et je dirais que la réalisation personnelle, c'est simplement la réalisation des objectifs, les barreaux de l'échelle, finalement, que tu te fixes, et à chaque barreau, tu as une certaine réalisation, mais étant donné que c'est infini, à chaque fois que tu as atteint un barreau, boum, tu dois passer au-dessus. Donc, la réalisation personnelle, ça veut... Voilà, ça veut pas dire grand-chose. Si on parle de spiritualité, faut savoir que finalement, étant donné qu'il n'y a pas de fin, la réalisation personnelle, c'est quand tu es justement illimité dans cette évolution que tu t'es fixée. Voilà, pas de limite. Même pour moi, tu sais, qui suis quand même bien branchée par tout ça, c'est difficile. J'ai toujours l'impression qu'il y a un palier ultime que je pourrais atteindre, et que là, en fait, je serais enfin comblée dans un sens. J'ai un peu ce problème de, j'aime l'échelle, j'aime qu'il y ait différents barreaux, tout ça, mais j'ai l'impression que mon esprit continue à viser un stade ultime, quelque chose qu'il y aurait à atteindre. Qu'est-ce que tu dis à des gens comme moi qui sont un peu comme ça? Dans les arts martiaux, on dit que voilà, l'état ultime, c'est l'illumination. Tu sais, c'est l'illumination de Bouddha, là, c'est à un moment donné, tu atteins un état qui fait que tu te connectes finalement au grand tout, à l'univers, et tu fais partie du grand tout. Donc on pourrait définir cet état de connexion ultime avec tout ton environnement, et avec l'univers, comme étant la réalisation personnelle, en tout cas pour l'artiste martial, et pour, je pense, la plupart des traditions spirituelles. D'accord.
Oui, je pense que ça rejoint un peu la vision que j'ai quand même, donc ça va. Je suis pas trop dans le, voilà. Bah écoute, j'aimerais qu'on termine cette interview sur une dernière question. Est-ce que, bon, toi, je sais que voilà, t'es un artiste martial, mais est-ce que tu penses que la voie du guerrier, elle est une et qu'il y a plusieurs chemins en fait qu'on peut suivre en incarnant tout ce dont tu as parlé, c'est possible? Oui, oui, indiscutablement, elle est une. C'est-à-dire que ben, tu as un sommet, voilà, et puis tu as plein de chemins pour arriver au sommet, hein, sachant que ces chemins peuvent être plus ou moins difficiles à parcourir. Tu vois. Et, euh, et il peut y avoir des voies du guerrier multiples, mais je pense que toutes les voies, quelque part, sont des voies du guerrier, parce que ben, dès lors que tu montes, c'est difficile, et il faut te battre pour arriver en haut. Donc il y a peut-être autant de voies que d'êtres humains. Dès lors que tu as décidé, toi, de t'élever et de, ben, voilà, de prendre la responsabilité, finalement, de ta vie et de tes actes, ben, voilà, il va falloir te battre pour imposer tes choix, ton existence, et puis mener les combats que tu as à mener pour t'élever. Écoute, c'est une très belle ouverture vers la deuxième émission qu'on va faire ensemble, justement. Je te remercie. Et bah voilà, on va dire au revoir à nos gens et on va les retrouver pour la seconde émission dans ces cas-là. Et bah, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt.